Vaste programme. Bon, je vais commencer en tout cas. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce premier Les Midis de la santé et du travail, un webinaire que le réseau organise donc pour la première fois. Et donc, je suis assez honoré et puis j'ai le plaisir de vous recevoir ici. Je vais d'abord évoquer succinctement ce qu'est le réseau aujourd'hui. L'objectif du réseau des jeunes chercheurs en santé-travail ou en travail santé, selon l'acquaintance qu'on peut avoir. L'objectif, c'est de créer du lien avec les chercheurs autour de ces questions de la santé et du travail, ou parfois en fait mélanger, comme vous avez pu le faire aussi dans votre ouvrage. Mais c'est bien ces deux notions qu'on met en avant dans le réseau, et donc qui rejoint aujourd'hui plus d'une centaine de personnes. Donc on en est très très content. L'objectif aussi de ce réseau, c'est de promouvoir l'interdisciplinarité, comme vous avez pu le voir ici avec les copilotes de ce réseau. Donc on mélange l'histoire, la psycho, l'ergonomie. On pourrait aller sur tout un tas de champs possibles pour traiter de ces deux notions. L'intérêt étant de multiplier les angles, provoquer le débat et en tout cas promouvoir les travaux de recherche qui sont menés dans ce champ-là actuellement, et de contribuer à travers nos recherches et les recherches des membres du réseau au développement de ces deux disciplines. Donc, l'objectif actuel du réseau qui s'est fixé, c'est de mettre en lumière davantage les travaux des chercheurs, que ça soit donc à travers ces webinaires-là, mais aussi le relais des journées d'études, mais aussi à travers des comptes rendus ou d'autres éléments qui vont étayer un peu la communication autour de ces enjeux de la santé et du travail. Donc voilà, globalement, on essaye de faire au mieux dans nos moyens actuels, que sont la recherche. Donc, il ne faut pas hésiter à rejoindre ce réseau à travers les réseaux sociaux qui sont détaillés ici derrière vous sur la plateforme, mais aussi notre page pour suivre aussi l'actualité et d'être au fait en fait des différentes disciplines qui rejoignent ces deux éléments. Donc aujourd'hui, on a la chance de vous recevoir, Fanny et Émilie. Donc je vais vous présenter succinctement. Fanny Darbus, je vais commencer par vous. Vous êtes maître de conférences en sociologie à Nantes Université. Vous appartenez au laboratoire du sens. Vous animez un master parcours santé et conditions de travail à Nantes. Et vous avez travaillé donc avec Émilie Legrand, qui elle est maître de conférences en sociologie à l'université du Havre Normandie, et qui appartient donc au labo ID. Je crois que c'est bien ça. Donc voilà. Donc vous avez collaboré sur un sujet d'enquête. Peut-être on aura l'occasion d'en savoir plus sur cette collaboration que vous avez menée. Mais finalement, vous avez mené une enquête autour de la santé et du travail dans les TPE, dont en fait vous allez nous livrer quelques éléments ici aujourd'hui et qui sont tirés dont en fait ça a donné naissance à un ouvrage intitulé Santé et travail dans les TPE, s'arranger avec la santé et bricoler avec les risques, qui est paru donc aux éditions de RS et qui est paru cette année en 2023. Donc, on profite de la promotion du livre pour vous recevoir et puis partager un moment avec vous sur ce livre et sur votre enquête. Donc, vous avez retracé durant cette enquête des TPE bien spécifiques. Vous avez été allé enquêter dans le secteur du bâtiment, de la coiffure et de la restauration. Et vous avez quand même recueilli 87 entretiens avec un peu plus d'hommes que de femmes et une population qui est globalement moins diplômée. Donc globalement, vous avez mené une très belle enquête que vous allez pouvoir nous partager maintenant. Et je vous remercie de votre présence et n'hésitez pas à interagir quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à nouveau de l'invitation. Tu veux attaquer, Émilie, peut-être?
Ça m'est Ouais, bien attaqué. je vais commencer. Alors, on a nos petites habitudes de travail. Je vais commencer et puis on va se passer la parole plusieurs fois au cours de l'échange. On vous remercie d'abord de nous inviter, d'avoir pensé à nous pour présenter notre travail. Et puis, moi, je vous félicite, jeunes chercheurs, pour initier ce type de réseau. Je trouve que c'est chouette de voir ce dynamisme de votre part. Je vois que vous êtes hyper actifs sur les réseaux. Enfin bon, ça relaie beaucoup de choses. Donc, un grand bravo à vous. Alors, le livre, en effet, il est paru cette année à l'issue d'une étude qui a dû commencer en 2018. Au départ, c'est un financement de la DARES qui nous permet de lancer cette étude sur les TPE. Et le sujet des TPE, c'est vaste. Il y a beaucoup de petites entreprises. Et donc, nous, on a choisi de cibler 3 secteurs d'activité. 2 secteurs qui relèvent des services, restauration et coiffure, et puis le bâtiment. Peut-être revenir un petit peu sur les raisons pour lesquelles on a mené cette étude, enfin le point de départ. On avait travaillé toutes les deux, enfin au départ l'équipe était plus vaste que nous et puis ça s'est resserré petit à petit. On avait en tout cas travaillé toutes les deux. Moi, j'avais fait une étude avant sur la prévention des CMR plutôt dans des grandes entreprises. Et puis, Fanny, via le master, avait beaucoup travaillé aussi sur les questions de santé de travail, évidemment. Et en fait, dans ces précédents travaux qu'on avait pu faire, ce qu'on avait constaté, c'est qu'en rencontrant, en discutant avec des préventeurs et notamment, quand je dis préventeur, j'entends par exemple médecin du travail, CARSAT, inspection du travail, etc., qu'il y avait quand même une très grande difficulté à pénétrer l'univers des TPE. Et en même temps, l'intuition, enfin pas l'intuition, mais la connaissance de terrain qui faisait dire qu'il y avait quand même beaucoup à faire dans ces petites entreprises. Et puis parallèlement, en fait, quand on est financé sur cette étude, c'est à l'époque où le dernier plan santé-travail était encore en cours de construction au niveau de la DARES. Et donc, c'est comme ça, en fait, je pense qu'on obtient aussi ce financement avec des besoins d'apporter des connaissances supplémentaires sur cet univers assez peu documenté, assez peu, sinon pas du tout, très peu en tout cas en sociologie. Et donc, c'est comme ça que ça commence, cette nécessité de faire émerger des connaissances scientifiques sur l'univers des TPE. La coiffure, restauration et bâtiment, on les a choisis. Alors, on aurait pu en choisir d'autres, bien évidemment, mais c'était intéressant, ces secteurs-là, parce qu'ils font partie des 3 secteurs qui enregistrent le plus grand nombre de TPE. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, ça se justifiait. Et puis, bien sûr, c'est des univers professionnels où il y a une forme de cumul des pénibilités et des problématiques de santé au travail. Dans le bâtiment, c'est bien connu, c'est quand même le secteur avec le taux d'accidents graves le plus important. On imagine très facilement les pénibilités physiques dans ces métiers. Et puis, dans le secteur de la coiffure et de la restauration, il y a bien évidemment aussi des pénibilités physiques auxquelles vont s'ajouter des pénibilités mentales liées à la relation de service, évidemment. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus précisément quand on parlera de la santé des travailleurs des TPE. Juste pour contextualiser un tout petit peu les choses, de manière globale, les TPE en France, ça représente... donc les TPE, nous, c'est moins de 10 salariés. C'est des entreprises de moins de 10 salariés et très petites entreprises. Ça représente 95% des entreprises en France. Donc, c'est un fort bassin d'emploi et elles emploient 20% des salariés. Évidemment, nous aussi, on choisit des secteurs d'activité, Aymeric, tu l'as rappelé au début, où on est plutôt sur des milieux populaires en termes de main-d'œuvre. On n'est pas sur la start-up avec des gens très diplômés. Donc, ça change quand même quelque chose en termes de rapport au corps et à la santé, bien évidemment. Donc, il fallait aussi qu'elles aient ce point commun d'une certaine manière, nos entreprises. Donc, on est plutôt sur une main-d'œuvre peu qualifiée, avec des emplois quand même relativement précaires, des conditions de travail qui peuvent être difficiles, réputées pour l'être. Tu veux continuer, Fanny, sur le paradoxe ? Ouais, alors du coup, quand on s'est saisi de manière exploratoire dans un premier temps de ce projet de recherche sur les TPE, on a commencé par regarder les grandes enquêtes disponibles
de la DARES, l'enquête Sésame. Bon, qu'est-ce qu'on avait en termes d'informations sur les risques professionnels dans ces 3 secteurs, mais en fait, on constate, enfin les enquêtes, les grandes enquêtes constatent que les travailleurs des TPE, des secteurs étudiés sont très exposés, donc comme le disait Émilie, aux risques professionnels, risque d'accidents graves et mortels dans le BTP, les exigences émotionnelles dans les services, les pénibilités physiques, ça c'est la première patte. Et puis, deuxième patte, côté constat, ben on sait aussi, d'après ces enquêtes, que les dispositifs de prévention institutionnelle, tels que les DUER, les formations en matière de risque professionnel, de sécurité, sont très peu implantés. Donc, beaucoup de risques, peu de dispositifs de prévention institutionnelle dans ces univers, et paradoxe, pourtant, ils apparaissent en meilleure santé, ces salariés des TPE, en termes de maladies professionnelles, en termes d'arrêt de travail. Ils sont moins malades, ils sont moins arrêtés que les autres, et ils ont une santé déclarée meilleure. Donc, ben, on est parti de ce paradoxe, plus de risques qu'ailleurs, moins de prévention, meilleure santé. Et on a essayé d'instruire cette question. Et ça va être un peu le fil de notre enquête. Avant de dérouler un peu plus le fil de l'enquête, donc notre corpus est constitué d'enquêtes monographiques. Donc au final, on a constitué un corpus de 30 TPE, 10 par secteur, et on est allé enquêter du patron au salarié pour récupérer l'ensemble des points de vue sur le travail et la santé, comment chacun articulait, arbitrait entre les enjeux du travail, donc voir comment ça se passait côté travail et côté santé. Il faut dire avant toute chose que les entreprises qui nous ont ouvert leurs portes, c'est pas celles qui vont les plus mal, c'est pas les plus celles qui proposent des conditions les plus dégradées, puisqu'évidemment on imagine bien que les Thénardier vont pas nous ouvrir leurs portes et nous raconter comment ils maltraitent leurs salariés. Donc on a un corpus d'entreprises qui ne vont pas trop mal. Parmi leurs caractéristiques, elles fonctionnent toutes, la grande majorité relève du modèle familialiste tel que identifié par Trouvé, ou en tout cas sur des logiques familiales, tel que peut le décrire Verdier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très généralement, le patron de ces entreprises travaille physiquement aux côtés des salariés. Il est à la tâche. On est dans des TPE où les process de travail sont peu formalisés de même, donc peu de prescriptions, et donc une bonne autonomie, une assez grande autonomie des ouvriers. Donc si on réfléchit en termes d'indicateurs de Karasek, autonomie forte, et puis une forte personnalisation des relations entre salariés et patrons. Voilà pour le contexte général des TPE dont on peut dire des choses, puisque qu'on a enquêté. Du point de vue des risques auxquels sont exposées ces entreprises, évidemment, ça va varier selon les secteurs. Le BTP va être plutôt soumis à des accidents graves et des pénibilités physiques, et puis les 2 autres secteurs, plutôt à des pénibilités physiques et des exigences émotionnelles. Sachant que aussi, la caractéristique de ces secteurs, c'est d'être des secteurs en tension du point de vue du recrutement de la main-d'œuvre. Voilà. Élément. Donc je reviens au paradoxe. Du coup, on avait 2 hypothèses en tête finalement. Comment expliquer qu'ils aillent mieux alors qu'ils sont soumis à beaucoup de risques et qu'il y a peu de prévention instituée? Soit ils vont objectivement mieux, c'est-à-dire que les TPE sont des viviers à travailleurs sains et proposent par des pratiques de prévention fantôme invisibles qu'il s'agirait de trouver des conditions de travail soutenables, protectrices, première piste. La deuxième hypothèse, finalement, ils vont pas si bien que ça.
il y a des phénomènes invisibilisés, des troubles de santé invisibilisés. Et donc, on va travailler autour de ces deux hypothèses. Alors, une fois qu'on a fait l'enquête, on peut répondre à la question de comment vont les travailleurs des TPE. En l'occurrence, alors il faut dire aussi quelques éléments peut-être sur les caractéristiques de la population enquêtée. Côté patron, ils ont 45 ans en moyenne. Côté salarié, ils sont bien plus jeunes. La moyenne est à 36 ans. Alors, comment ils vont? Ils vont pas bien, pour le dire vite. Une fois qu'on a isolé un petit 20 à 25% de travailleurs qui se déclarent sains, le reste de ces travailleurs sont abîmés au plan physique, fatigués, présentent des gènes ou des douleurs, lesquelles, troubles de santé physique, s'aggravent avec l'âge. Donc, on est clairement sur une logique de capital corporel, sanitaire qui s'érode. Au plan psychique, on observe qu'il y a beaucoup d'éléments d'expression, de forte pression psychologique, d'exigence psychologique chez les patrons. C'est un élément très, très saillant. Les patrons se plaignent d'être stressés, d'être sous pression, d'être fatigués, en particulier dans les métiers de service. Et dans les métiers de service, les salariés aussi partagent ces mêmes expressions de fatigue morale, mentale, d'être soumis donc à de fortes exigences émotionnelles. Mais globalement, ce qu'on retient, c'est que ce qui prévaut, c'est une logique de mise à distance des troubles de santé et de silence imposé au corps. En gros, quand on rentre dans les entretiens, donc on a fait des approches par scénario pour permettre que soient évoquées les différentes dimensions de la santé, puis on va faire pareil pour le travail, donc on va leur demander comment ça va au plan moral, est-ce qu'ils ont eu des tuiles de santé, est-ce qu'ils ont eu... est-ce qu'ils ont des maladies chroniques? Bon, voilà, on va aller sur différents tableaux. Et en fait, ça vient pas tout de suite. En première intention, les gens se déclarent comme allant à peu près bien, comme allant bien. Et puis, c'est que le dispositif d'enquête qui permet de révéler une kyrielle de troubles de santé. Mais globalement, une fois qu'on arrive à récupérer l'information sur leurs troubles de santé, quelques éléments de trajectoire de santé, grosso modo, la logique consiste à dire oui, mais ça fait partie du travail, c'est comme ça. Et c'est ce processus de mise à distance des troubles de santé, des gènes, des douleurs, je fais avec, j'ai l'habitude d'avoir mal au dos, qui prévaut. Donc, les douleurs physiques, elles sont acceptées, elles sont naturalisées, intériorisées. C'est moins vrai pour ce qui relève des exigences émotionnelles, du stress, tout ça, tous ces troubles-là, ils sont beaucoup plus verbalisés et moins acceptés. On verra un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on retient, c'est que ils vont pas si bien, mais que prévaut une logique de l'endurance et de l'acharnement. On retient aussi que les patrons, ils sont plus âgés, donc ils sont plus abîmés physiquement que les salariés, et eux aussi, ils sont particulièrement loquaces quant au témoignage de problèmes de santé psychique qui se disent sous le registre du stress, de l'épuisement, de la pression. Donc, grosso modo, au sein des TPE, on a une culture somatique tournée vers l'endurance des troubles, ce que Olivier Crasset a appelé un ethos, qui renvoie à ce qu'Olivier Crasset a appelé un ethos de l'acharnement, qui, dans le cas général, a pour origine une socialisation familiale et professionnelle qui est caractéristique des classes populaires, où on est dur au mal, où le corps est un outil mise à disposition du travail. Et donc, cette socialisation familiale et professionnelle construit un ethos professionnel
qui fait l'acceptation des risques et de la douleur. Et donc, cette endurance, elle est cultivée pour plusieurs raisons, parce que c'est gage de professionnalisme d'abord, voire d'excellence professionnelle. Un bon travailleur n'est pas malade. Donc, on retrouve aussi des trucs de Daudier sur la dimension morale qui se lie dans cette disposition à l'endurance. C'est aussi parce que c'est un gage de solidarité envers les collègues et de respectabilité. On dit, bah oui, mais je vais pas m'absenter à cause de ma grippe ou parce que j'ai une entorse, parce que je peux pas laisser les collègues. Donc, c'est un fort motif d'endurance des troubles. Et puis, il y a une autre raison qui est invoquée pour endurer, c'est en fait tout ce qui relève des formes de virilisme. Chez moi, nous, on ne s'arrête pas pour une entorse ou de dévouement, voilà. Dans la version un peu plus féminine, je ne peux pas laisser mes clientes. Bon, voilà, ce type ces trois faisceaux, déjà, constituent le cas général qui est le plus fréquemment évoqué pour expliquer cet ethos de l'acharnement. On a une autre population qui est présente dans les TPE et qui endure eux aussi des troubles de santé, mais sur une autre logique, une endurance qu'on a appelée temporaire, c'est typiquement les jeunes dans la restauration. Une main-d'œuvre estudiantine, typiquement, qui sait qu'elle est là pour un temps seulement, et qui, du coup, à ce titre, a une vision plutôt enchantée du métier, parce que ça renvoie à la bohème d'une certaine manière, à la vie sociale dense, des formes de convivialité tout à fait recherchées symboliquement à ce moment de leur trajectoire. Et donc, du coup, en particulier quand on est sur une population qui va être embauchée dans des endroits où, en fait, ces restaurants ou ces bars-restaurants vont être un petit peu en vue, ça va fonctionner comme une attraction symbolique qui, par transfert de capital symbolique et par l'effet de visibilité sur le marché local, notamment de la conjugalité sur les effets que ça donne de visibilité, vont avoir un rapport plutôt positif aux conditions de travail qu'ils endurent, enfin positif. En tout cas, vont accepter d'endurer ces conditions de travail. Et on partage aussi une vision un peu enchantée du corps. Oui, là, je suis fatiguée, mais ça va se remettre, je vais faire un petit peu de sport, je vais refaire de la muscu. Et donc, eux, ils endurent parce que c'est temporaire. C'est la logique des transitionnels de Sylvie Montchâtre. On est sur cette population-là. Un troisième groupe, il y a le cas général. Les jeunes, donc le cas général, c'est l'endurance, la culture de l'acharnement. Les jeunes qui endurent parce que c'est temporaire. Et puis, on a un troisième groupe, plutôt un autre cas qui apparaît, c'est des salariés vulnérables qui, eux, sont dans une logique clairement d'endurance résignée. En fait, d'une certaine manière, c'est une population qui est un peu coincée dans ces métiers et ces entreprises, parce que peu de capital économique, peu de capital culturel, voire juridique, je pense aux sans-papiers, qui ont une santé aussi dégradée, donc qui se vivent ou qui sont objectivement, c'est un peu difficile à trancher, qui se vivent en tout cas comme difficilement employables ailleurs. Et donc, eux, ils sont dans une logique de crainte de perte de leur emploi, et donc, ils endurent de manière résignée. C'est vraiment ceux qui serrent les dents. Et eux, ils sont dans une logique de dépendance économique et symbolique. Ils tiennent sous l'effet de leur position de vulnérable sur le marché de l'emploi. Ce qui traverse dans tous les cas l'ensemble des enquêtés, la très grande majorité des salariés qu'on a rencontrés, c'est un attachement à l'entreprise et au collectif de travail. On se souvient, au départ, j'ai quand même dit qu'on n'était pas chez les Thénardier, qu'on avait un corpus d'entreprises
où ça se passait plutôt pas mal. Donc, ça explique ce résultat qui est que dans les TPE que nous avons enquêtés, les salariés témoignent d'un fort attachement à l'entreprise et au collectif. Hein, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit on tient au travail pour les collègues, pour l'ambiance, pour ne pas nuire à l'organisation, pour aider le patron. Voilà, ça, il y a de forte proximité qui est exprimée entre les salariés et leur restaurant, leur petite entreprise du bâtiment ou de la coiffure. Je te repasse la parole. Ok. Donc, on disait tout à l'heure qu'ils vont moins bien que ce que les grandes enquêtes auraient tendance à dire par un phénomène d'invisibilisation. C'est ce qu'on a dit avant d'expliquer un peu cette logique de l'endurance. Et en fait, cette invisibilisation, on a essayé de comprendre à quoi ça tenait. Et en fait, elle est adossée à trois éléments. D'abord, il y a trois formes d'évitement plutôt. Évitement du passage chez le médecin, dans un premier temps, je vais revenir sur chacun d'eux, évitement des arrêts de travail et évitement de la déclaration en accident du travail, maladie professionnelle. Alors, l'évitement du passage chez le médecin, globalement, au nom justement de cette endurance et de cet ethos de l'acharnement, on va attendre le plus tard possible avant d'aller consulter parce que ça fait partie du métier d'avoir des douleurs aux épaules, aux coudes, au dos, parce que c'est consubstantiel à l'activité qu'on réalise. Donc, on va attendre au maximum pour aller chez le médecin. On y va globalement quand on n'est plus capable de réaliser l'activité. On est vraiment dans la logique du corps-outil qu'a mis en lumière depuis bien longtemps Olivier Schwartz, où en gros, on est dans une logique, tant que mon corps tient, j'y vais avec des douleurs, mais je continue d'y aller. Donc, à ce titre, je ne consulte pas. Alors, pour autant, ils vont quand même essayer de faire des petites choses pour tenir, mais on fait des choses non pas dans une logique de prévention, on fait des choses pour son corps pour continuer à pouvoir le mettre à disposition du travail. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, du coup, ce qu'ils vont mobiliser, c'est des petits moyens. Alors, nous, ce qu'on a appelé des petits moyens, on va faire certains étirements, on va préparer son corps avant l'activité de manière à se réchauffer un peu pour éviter de se blesser. On va utiliser des sortes de cataplasmes pour se réchauffer. Enfin, il y a tout un tas de petits moyens comme ça qui vont être utilisés, qui présentent l'avantage, ces petits moyens, d'être disponible à tout moment, d'être à portée de main, sans avoir besoin de passer par un spécialiste de la santé. Donc, on se débrouille avec ce qu'on a, ce qui est disponible. Éventuellement, on se passe un peu les tuyaux entre les collègues, mais c'est plutôt comme ça, globalement, qu'on fait pour soit se préparer à l'effort avant le travail, soit en rentrant du travail pour restaurer son corps pour qu'il puisse affronter une nouvelle journée de travail le lendemain. Certains de nos enquêtés, et notamment dans le bâtiment où c'est plutôt un milieu masculin, ça donne aussi au sport. Mais là encore, dans une stratégie de prévention de l'usure, vraiment de pouvoir continuer à mettre à disposition son corps au travail. Quand on finit par recourir au médecin, c'est que on a des troubles qu'on a appelés, nous, des troubles incapacitants, on ne peut plus monter sur le toit quand on est couvreur parce que le dos se bloque et que là, c'est pas possible de monter. Et donc, à ce moment-là, en effet, le seuil de l'endurance, il est atteint. On ne peut plus faire son activité. On va consulter. Mais souvent, on s'approprie à la baisse les prescriptions médicales. On nous a prescrit un arrêt d'un mois. Je vais m'arrêter 3 jours, une semaine. Vous voyez, il y a une forme d'arrangement comme ça systématique avec les prescriptions médicales. Donc, évidemment, dans la continuité de cet évitement du passage chez le médecin, il y a un évitement des arrêts maladie. En fait, on est plutôt dans une tendance au présentéisme qu'à l'absentéisme dans nos TPE, aussi pour tout un tas de raisons. Donc, les arrêts maladie, on les contourne pour des raisons d'excellence professionnelle. Le bon professionnel ne se met pas en arrêt. En gros, c'est comme ça qu'on peut le résumer.
On ne s'arrête pas non plus au nom de la solidarité vis-à-vis de l'ensemble du collectif de travail, ses collègues, parce que si je m'absente, les pénibilités vont s'empirer pour le collègue avec qui on entretient des relations amicales. Même chose vis-à-vis du patron, hein, il y a une solidarité qui se joue aussi entre les salariés et les patrons. Donc, derrière ces enjeux d'excellence professionnelle, il y a, vous l'aurez bien compris, des enjeux de loyauté vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis du patron, vis-à-vis des collègues. Bien évidemment, les aspects matériels autrement aussi en ligne de compte. Hein, s'arrêter, c'est perdre, c'est des jours de carence, perdre 3 jours de salaire, c'est pénaliser éventuellement l'économie de l'entreprise. Donc, ça peut générer un risque économique pour l'entreprise. Donc, le renoncement aux arrêts maladie est encore plus vrai chez les patrons que chez les salariés, mais il l'est aussi malgré tout chez les salariés. Mais en tout cas, les salariés sont eux aussi sensibles au risque économique que pourrait induire leur absence pour le fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est tous ces enjeux qui sont entremêlés qui vont conduire en fait à ne pas s'arrêter. Et donc, si on ne s'arrête pas, c'est pas déclaré pour la statistique publique. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive au final, enfin, nous, c'est en tout cas notre hypothèse, au fait qu'il y a moins d'arrêts de travail chez les salariés des TPE, chez les travailleurs des TPE que dans les grandes entreprises. Et puis, là où... Fanny, il faut quand même dire qu'ils s'arrêtent malgré tout en dehors de l'arrêt maladie. Ah ouais, j'allais venir, ouais. Ouais. En fait, ils vont ça, quand ils tiennent plus, ils vont en effet s'arrêter, mais sur une logique de l'arrangement interne à l'arrêt maladie. Je pose un jour de congé. Donc, ça ne marche pas dans les stats, évidemment. Je prends un RTT, j'inverse mon jour de congé avec un collègue. Enfin, c'est évidemment, il y a plein de fois où ils sont finalement obligés de s'arrêter quand ils ont 42 fièvres parce que aussi éventuellement ils pourraient mettre en danger leur collègue en allant sur le chantier avec lui. Mais c'est toujours par des systèmes de contournement. Et nous, pour l'attraper, ça, c'était pas si facile en termes de dispositifs d'enquête. Spontanément, en tout cas, on ne nous en parlait pas. On arrivait à le savoir souvent de manière interposée parce que on était en train d'interviewer un des collègues sur le lieu de travail et puis l'autre entend, puis lui dit « Ah mais oui, mais tu te souviens, ce jour-là, on a fait comme ça, on s'est arrangé, t'es venu puis on t'a renvoyé, puis on a interverti. » Enfin, vous voyez, il y a énormément d'arrangements qui se passent entre les collègues, avec le patron et tout ça est très informel. Mais invisibilise la santé, la réalité des problématiques de santé de ces travailleurs. Il y a un exemple assez frappant, c'est une jeune femme qui travaille dans un restaurant, qui est enceinte de quelques semaines, et en fait, elle va avoir des saignements. En gros, elle fait une fausse couche sur son lieu de travail, sur son temps de travail. Elle pige vite ce qui est en train de se passer, elle va voir son patron, elle prévient, elle dit je vais aux urgences parce que voilà. Le patron il dit oui, très bien. Elle est donc toute chamboulée par cet événement, et puis elle va rester une après-midi aux urgences. Et je lui dis mais après t'as pris un jour, comment t'as fait, t'as été remplacée, t'as été en arrêt de travail? Il dit, je sais pas, c'était il y a 4 mois à l'antériorité de la scène et pas trop vieille, il y a quelques mois en arrière de ça. Je dis, mais t'es ressorti avec un papier marron? Non. Et donc, en fait, et je lui dis, mais comment ça a été encodé administrativement? Enfin, t'as pris un RTT? Je ne sais pas. Je sais que je n'ai pas perdu de jour, donc elle s'est fait offrir d'une certaine manière. Enfin, on conclut que sans doute, le patron lui a donné son après-midi, mais peut-être qu'elle aura eu à la récupérer de manière informelle par un peu plus de travail le surlendemain de son retour. Enfin voilà, on est exactement dans ces logiques de grises, très très grises, qui sont aussi grises à tout un tas de moments aux salariés eux-mêmes. L'arrangement, il est clair ou il n'est pas clair. La dernière forme presque la plus
la plus grave, d'une certaine manière, d'évitement, c'est l'évitement des déclarations en accident de travail, maladie professionnelle. Puisque, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des tas d'accidents qui sont arrivés sur le lieu de travail, qui n'ont jamais été répertoriés, qui n'ont jamais pu être recensés, ont été réglés comme ça. Alors il y a des accidents, je me prends un éclat dans l'œil, je m'en vais, pour la fin de la journée et puis, je vais passer à la pharmacie, puis ça va se régler comme ça. Mais c'est jamais, encore une fois, encodé en termes d'accident du travail. Donc l'accidentologie pour l'entreprise est très faible. Et puis, même chose pour les renoncements à engager des procédures de reconnaissance en maladie professionnelle. On sait par d'autres travaux que c'est un vrai parcours du combattant, mais sur le plan administratif notamment, mais pas seulement, cognitif aussi, enfin, il y a plein de dimensions, il y a des travaux qui l'ont bien documenté, tout ça. Mais nous, ce qu'on voit bien, c'est que là se jouent vraiment des enjeux de loyauté à l'égard de la patronne. Et je vais prendre le cas d'une coiffeuse que je rencontre, une salariée, donc que je rencontre, qui a un problème de canal carpien et qui, en fait, doit se faire opérer pour des 2 mains d'ailleurs du canal carpien. Et donc, je lui dis, elle m'explique son problème et comme un peu ce que racontait Fanny, je lui dis: «Mais du coup, est-ce que tu as fait la procédure de reconnaissance en maladie professionnelle?» Parce que, enfin, c'est vraiment une maladie connue chez les coiffeuses. Elle me dit: oui, en fait, j'ai commencé à me renseigner parce que, quand je suis allée voir mon médecin, il m'en a parlé, puis j'ai discuté avec l'esthéticienne d'à côté qui m'en a un peu parlé et cetera. Puis j'en ai parlé à ma patronne. Donc déjà, elle en parle à sa patronne. J'en ai parlé à ma patronne qui me dit que non, en fait, c'est pas la peine de faire ça, c'est pas la peine d'engager la procédure. Au motif, alors la patronne, elle m'avait aussi parlé de ce cas de figure, hein, évidemment, en me disant clairement que elle, à son époque, les jeunes de sa génération et elle, vis-à-vis de ses patrons à l'époque, jamais il ne lui serait venu à l'esprit de faire ça. Donc, elle l'a bien fait comprendre à sa salariée, qui du coup me dit, elle, la salariée, me dit, non, vis-à-vis de la patronne, c'est dégueulasse, j'ai pas envie de la mettre dans la merde, et puis de toute façon, dans ma famille, on a ce type de problème de santé. Donc, elle va chercher des causes exogènes au travail pour justifier son problématique de santé, qui en première intention, elle avait bien vu que sans doute c'était lié à son activité professionnelle. Donc, elle est à la fois dissuadée plus ou moins ouvertement par la patronne, qui lui fait sentir que sur le plan moral, c'est pas comme ça qu'il faut procéder, et elle trouve des justifications extérieures. Et puis c'est pas le moment parce que c'est la période de fin d'année, donc je peux pas partir. Enfin, et en fait, il y a tout ça qui se joue. Résultat des courses, elle va aller finalement se faire opérer, mais à une période d'activité creuse pour le salon, donc négociée et vue avec la patronne, et ça sera jamais comptabilisé comme une maladie professionnelle. Et donc, en fait, c'est ça qu'on a observé dans différentes... La plupart du temps, c'était ce type d'argumentaire qu'on a pu récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça ? Je pense que tout le monde l'aura compris très rapidement. Dégradation de la santé physique des travailleurs de TPE, hein, c'est très clair, puisque son corps... on l'use au maximum d'une certaine manière. Ça pose bien évidemment la question plus large de la soutenabilité à long terme, puisque notamment lorsque l'on vieillit, le capital corporel va s'éroder. Donc, quid de ces travailleurs vieillissants ? Vous avez vu, on vous a donné l'âge moyen des patrons et des salariés, on est plutôt sur des gens relativement jeunes. Que vont-elles devenir ces coiffeuses passées 50 ans ? On peut quand même très sérieusement s'interroger dans cette logique-là. Et puis, plus largement, si on met ça un peu en perspective avec les débats publics actuels, que ce soit
la diminution des critères de pénibilité, que ce soit l'allongement de la durée de cotisation, que ce soit la course aux arrêts maladie, aux prétendus abus des arrêts maladie, notre enquête et d'autres, on n'est pas les seuls, va plutôt dans le sens d'un abus du présentéisme que de l'absentéisme, très clairement, avec une dégradation de la santé. Alors là, on a parlé de la santé physique des travailleurs, et qui laisse vraiment perplexe sur la possibilité de poursuivre l'activité encore 2 ans supplémentaires face à la réforme des retraites. Alors attends, juste Fanny, il est 13h40. Ouais. Il faut que vous nous donniez des indications sur le temps parce qu'on est loin d'avoir fini ce qu'on voulait vous dire, mais s'il faut qu'on raccourcisse, qu'on aille vite, qu'on laisse du temps pour les questions, on peut aussi… Je crois qu'on peut s'accorder encore un peu de temps, il n'y a pas de problème. Je te laisse enchaîner sur la suite. J'enchaîne un petit peu. Donc là, ça c'était pour la partie santé. Maintenant, on a placé le regard aussi sur ce qui se passait côté prévention dans ces toutes petites entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Globalement, on l'a dit, on l'a vu à travers les grandes enquêtes, et ça se confirme par l'enquête qualitative qu'on a menée, il y a très peu de dispositifs institués. Il y en a peut-être un petit peu plus dans le bâtiment. On va trouver du DUER par-ci, par-là, un petit peu dans les petites entreprises du bâtiment, en particulier quand elles vont être gérées par des femmes, mais c'est plutôt statistiquement rare. Globalement, donc, il y en a très peu. Il y a une faible observance réglementaire, donc c'est concordant avec ce qu'avait déjà mis au jour Verdier. C'est considérer ces dispositifs institutionnels, le DUER, les formations SST, etc., comme coûteux, hors sol, peu pertinents, peu en prise avec les réalités de ces entreprises. Exception faite peut-être des EPI, donc des équipements de protection individuelle, dont les pouvoirs publics font beaucoup la promotion, mais ok, ils mettent à disposition les EPI, les patrons de ces petites entreprises, mais ça signifie que la sécurité au travail repose sur la protection individuelle, et non pas sur une prévention qui toucherait à l'organisation du travail. On retient aussi que dans ces TPE, les patrons occupent une position centrale, puisqu'ils sont aux manettes de l'organisation du travail. C'est eux aussi qui décident du positionnement entrepreneurial de leur entreprise. Et ça a des implications, le segment d'activité, l'amplitude horaire, etc., en matière de gestion des risques et d'exposition aux risques et pénibilité. On redit à nouveau, parce que ça va avoir son importance ensuite, que les patrons des TPE sont souvent des gens de métier issus des classes populaires qui sont socialement proches des salariés. La question qu'on se pose finalement quand on regarde la prévention, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font pour rendre le travail soutenable ou acceptable. Donc du coup, on a regardé ce qu'ils faisaient, et on peut raisonner en termes de travail d'organisation. Et alors, on distingue 3 configurations. Alors, une configuration transversale, quelque chose qu'on ne retrouve pas globalement partout. C'est une logique qu'on a appelée situationnelle. Alors d'abord, ce qu'on observe partout, c'est qu'il y a une règle de comportement qui est très présente, qui est le faire attention à soi et aux autres. Ça, c'est très transversal, et ça dit quoi? Ça dit que les enjeux de santé et de gestion des risques reposent sur une gestion à la fois individuelle et sur le collectif de travail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce dogme comportemental, finalement, il n'existe qu'en situation.
Donc, on est dans une logique qui relève de ce qu'on a appelé une prévention réactionnelle. Donc voilà, en situation, ils font attention. Ça veut dire rattraper in extremis les situations. Alors comment ça se présente? Eh ben, ça veut dire que dans la plupart des entreprises, cette logique situationnelle, elle va se traduire par le fait de mobiliser des savoir-faire de prudence, des astuces en situation, pour, par exemple, ventiler les pénibilités et limiter l'intensité. Ça va être, dans les petites entreprises du BTP, découper les sacs de ciment en deux pour réduire la charge, mettre des tréteaux sur un trajet entre le camion et puis le chantier pour poser les poutres très lourdes, les IPN, tous les 10 mètres et souffler. Voilà, c'est ce type d'astuce. Décaler un client qui vient et qui n'a pas pris rendez-vous. Ça peut être aussi faire baisser l'intensité du travail en discutant avec un client, en amusant la galerie en salon de coiffure, c'est ça. On fait baisser la pression, on ventile les pénibilités pour limiter l'intensité. Donc ça ne se fait qu'en situation. Là, on voit bien avec ces exemples, cette mobilisation de savoir-faire de prudence, que ça évacue toute forme de prévention organisée, de transformation du milieu de travail. Ça a son effet, mais ça a un effet qu'en situation. Et ça a une condition de possibilité pour se dérouler, c'est que ces savoir-faire, ils existent, que tous n'ont pas ces astuces. Alors, ils les ont quand eux, ils ont de l'expérience. C'est directement corrélé à l'expérience, un savoir-faire du métier qui fait partie du bagage de l'ouvrier expérimenté. Mais du coup, il faut avoir eu la possibilité de rester, de se stabiliser dans un emploi, dans un collectif de travail pour se faire transmettre et s'approprier ces savoir-faire de prudence. Autre stratégie technique préventive situationnelle, le fait de solliciter ses collègues, de mobiliser l'entraide pour, là encore, diluer les pénibilités. Ça va être, par exemple, organiser une rotation sur des tâches difficiles ou des ports de charge ou des clients difficiles à gérer. Ça peut être aussi sous-traiter ou déléguer le risque. Je sais pas, je pense à un restaurant où le restaurateur, quand il y a alors c'est un restaurant brasserie qui le soir fait souvent des événements, le grand nettoyage du lendemain, pour épargner son équipe, il fait appel à de la sous-traitance. Ça, c'est typiquement des stratégies qui protègent les salariés, mais par délégation sur un plus grand nombre ou sur d'autres. Une autre stratégie qu'on a observée un peu dans le même sillon, c'est le fait que le patron va aller assumer certains risques à la place des salariés. Le patron a repéré le travailleur le plus maladroit, et il va le sortir de la tâche pour aller faire lui-même l'intervention dangereuse sur la chaudière, sur le toit, ou que sais-je, ou s'interposer, venir à la rescousse d'un salarié aux prises avec un client pénible, agressif, mauvais payeur. Cette stratégie qui, là encore, existe, se déploie que en situation, que réactivement, on peut la lire comme un moyen de protéger l'entreprise et l'employeur de la responsabilité d'un accident du travail, mais là encore, sur le fil de l'action. Au final, cette approche situationnelle de la prévention réactive, elle a un effet de préservation de la santé qui est assez aléatoire, puisqu'elle va dépendre de la capacité à mobiliser ces savoir-faire de prudence, qui eux-mêmes vont être liés au fait dépendant du rapport au risque et au danger, tels qu'ils sont estimés, et puis de la possibilité matérielle de pouvoir déployer ces savoir-faire de prudence. Voilà. Fanny, je vais devoir te couper, Émilie aussi. Merci pour cette présentation. Je vous remercie à tous les deux. Chose qui n'est évidemment pas évident de réaliser ça en ligne.
Euh, euh, vous avez exposé différents éléments de votre livre de manière plus ou moins longue. Je me permets d'ailleurs de le montrer en direct pour montrer qu'on a bien fait notre travail et qu'on a vraiment eu plaisir aussi à lire votre ouvrage. Euh, j'ai quelques éléments de questions qui, à la suite de cette lecture, m'ont interrogé. Vous avez catégorisé vos populations selon, là, vous les avez détaillé 3 éléments, mais en fait, il y a une notion de genre que vous abordez pas, et du coup, moi, j'aurais voulu aussi évoquer avec vous cette notion. Est-ce que finalement, les métiers masculins et féminins adoptent un peu aussi ces mêmes stratégies, ou est-ce que vous avez réussi aussi à avoir des éléments qui semblent indiquer aussi que on réagit aussi par son sexe finalement, par son genre? Moi, je sais pas, n'importe. Ouais, bah, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des différences genrées qui apparaissent. Alors, pour réussir à bien... par exemple, si on compare les deux pôles, les deux métiers très genrés, BTP et coiffure, ben, une question qui se pose, c'est que est-ce que c'est un effet genre ou est-ce que c'est un effet secteur, sachant que les deux sont imbriqués. En tout cas, parce que dans la coiffure, la différence, c'est qu'on est dans un métier de service. Et donc, il y a du travail relationnel à mener, que n'ont pas ou beaucoup moins les travailleurs du BTP. Ils ont des stratégies d'évitement beaucoup plus faciles. Et du coup, ben, déjà, les expositions ne sont pas les mêmes. Alors après, par contre, on a un secteur mixte, enfin relativement, qui est la restauration, mais la division du travail fait que quand même, on a une partition qui est plutôt les hommes à la cuisine et les filles en salle. Bon, et ça joue aussi. Ce qu'on voit très clairement, donc d'abord en termes d'exposition, c'est que les femmes sont beaucoup plus exposées aux exigences émotionnelles que les hommes. Et étant plus exposées, elles sont plus amenées à devoir y répondre et donc à produire ce travail relationnel. Et donc, elles sont aussi plus portées à le plus le subir et le plus s'en plaindre. Et elles disposent de moins de stratégies de ressources pour l'éviter ou pour le diluer que les garçons. Une bonne façon de l'illustrer, c'est le cas de la coiffure, par exemple. Je sais pas, peut-être tu aimes bien en parler, Émilie, de ce cas de la coiffure avec le salon Il va vite. Je te passe la parole. Non, vas-y, parce que je sais pas ce que tu as en tête. Moi, j'ai d'autres éléments à apporter sur la question des différences genrées. Sur la coiffure, donc, on est dans un salon, en fait, où on est sur le modèle de la hâte. C'est vraiment une organisation en sous-effectif, en galerie marchande. Il y a du flux permanent. Donc, grosse pression organisationnelle. Peu de coulisses. Donc, en fait, on est sur une équipe de 6. Il y a 4 filles, 2 garçons, le patron. Ils ont moins de 30 ans. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, il n'y a pas de coulisses, donc les gens attendent. Donc, les coiffeurs, coiffeuses travaillent sous le regard des gens qui attendent, en plus de devoir travailler sous le regard de ceux qui se font couper les cheveux. Et cette pression, en fait, font qu'ils doivent travailler très vite et qu'ils ne peuvent pas déployer la dimension relationnelle, soin de leur activité, la dimension un peu psy valorisée, comme ils le disent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les filles s'en plaignent plus que les garçons. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que au moment de l'entretien, à différents moments, les filles nous disent, mais le pire, moi j'ai pensé à démissionner quand, je ne sais plus comment il s'appelle, Jérémy et Paul étaient absents. L'un était malade, l'autre était en vacances. Et le pire, c'était quand les garçons n'étaient pas là. Et en fait, on se rend compte, quand on fait décrire qu'est-ce qu'ils apportent au fond, les garçons, ces garçons, eux, ils vivent pas aussi mal, voire ils supportent, en tout cas beaucoup mieux ces conditions de travail exposées au travail émotionnel, aux exigences émotionnelles, parce qu'ils en produisent moins, parce qu'ils l'évitent. Et comment ils l'évitent? Ils font les rigolos. Ils amusent la galerie, ils racontent, ils produisent en fait toute une
tout plein d'éléments de discussion, l'humour, là, tu as vu le dernier de Kate Middleton, bon, voilà, tout un tas de diversions. Voilà, divertir et manier l'humour, ce sont des ressources qui font que, du coup, ça apaise la pression des regards, parce qu'ils amusent le public, donc le public, les clients arrêtent d'attendre qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi c'est pas mon tour, écoutent les blagues, les commentaires, et donc ça a cet effet-là. Et ils s'autorisent beaucoup plus cet outil de l'humour avec les clients, alors que les filles ne le font pas. Alors on peut très bien imaginer l'existence de filles rigolotes et de garçons renfrognés. C'est pas ce que je dis, mais statistiquement, en tout cas, ça a l'air d'être plus disponible, cette ressource, chez les garçons que chez les filles, pour faire face à cette même exposition. Donc ça, voilà, c'est une des types de... Après, juste pour compléter, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, sur la question du rapport au corps, par exemple, des hommes ou des femmes, on a ce même rapport qu'on dit de virilité chez les garçons, on observe les mêmes tendances chez les femmes qu'on a étudiées, parce que là, c'est plutôt l'appartenance à des milieux populaires qui va transcender les logiques de genre. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, on n'a pas du tout eu le temps d'en parler, mais sur la question de la prévention, on avait deux cas très contrastés à vous présenter, où on avait ce qu'on avait appelé une prévention impensée versus des conditions de travail adoucies, où là la prévention, on l'appelle une prévention ménageante, c'est-à-dire où on propose des conditions de travail qui sont plutôt favorables. Nous, ce qu'on a observé, c'est que proposer des conditions de travail favorables, c'est-à-dire faire attention au rythme, valoriser les salariés, prendre des chantiers qui soient moins à risque, ce genre d'éléments. On l'a on l'a observé notamment chez des femmes qui sont beaucoup plus sensibles à la logique du care, et donc beaucoup plus sensibles, qui ont plus de dispositions au care, et donc beaucoup plus sensibles à cette question de la santé et de la sécurité au travail, beaucoup, qui sont un plus en tout cas, et notamment, alors s'il y a à la fois ce sont des femmes, mais en même temps, ce sont des femmes qui ne sont pas du métier, c'est-à-dire ce ne sont pas des femmes qui s'activent sur les chantiers. Elles ne sont pas sur le lieu de travail, alors que les hommes, la plupart du temps, le sont tous. Et ça, on l'a vu en particulier chez les femmes du bâtiment, chez les patronnes du bâtiment. Elles sont aussi plus légalistes. Comme elles ne sont pas du métier, elles ont moins la culture de leur rangement, et donc elles sont plus légalistes, elles activent leur disposition au care, donc ça fait des grandes différences avec une entreprise qui va être gérée par un ouvrier qui est devenu patron et qui va gérer tout en flux, en mode situationnel. Problème-réponse sur le champ, mais on ne transforme pas l'organisation du travail. D'autant plus que ces hommes ont les savoir-faire de prudence, que les femmes les plus gestionnaires qui ne sont pas à la tâche, elles les ont pas au fond, ces savoir-faire de prudence. Donc c'est là où on voit des différences. Et en même temps, ces logiques situationnelles, réactionnelles des hommes, on en trouve l'équivalent chez les coiffeuses, chez les patronnes coiffeuses. La patronne qui dissuade sa salariée qui entreprend la démarche de faire reconnaître son canal carpien en maladie pro, elle se fait... c'est bien une femme qui, pour le coup, a peut-être des dispositions au care, mais qui ne vont pas du tout être actives à l'endroit de la relation qu'elle déploie vis-à-vis de sa salariée. Donc, du coup, voilà, on a des éléments contrastés. Je pense qu'on n'est pas allé faire quelque chose de très affirmatif dans le livre, parce que l'échantillon est d'une certaine manière un peu trop faible pour pouvoir produire quelque chose, parce qu'il y a des effets secteurs, très clairement, qui jouent. Enfin, voilà, on a, mais voilà, pour les éléments en tout cas qui sont saillants, c'est voilà, le rapport différencié à la santé, le rapport différencié aux expositions et les ressources associées pour y faire face, plus que ce que vient d'apporter aussi Émilie sur le sujet. Oui, c'est intéressant. J'avais noté justement cette faible représentativité, du moins faible, relative des femmes dans cette population. Et je me posais la question justement de ce renforcement de l'invisibilisation de la pénibilité du travail des femmes, de la même manière qu'on invisibilise parfois
le travail des femmes, nous, en parlant comme si je parlais de la société, hein, plus largement. Et en tout cas, c'était ma question là-dessus. Peut-être que mes camarades ont envie de prendre la parole. Et je sais qu'il ne nous reste que quelques minutes, donc peut-être faire les choses un peu rapidement. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie. Le micro. Le micro, Romain. Ton micro, Romain, on t'entend pas du tout. Pardon, désolé. Oui, non, je voulais vous remercier pour votre intervention qui était vraiment passionnante. Effectivement, je doute peut-être qu'il nous reste quelques minutes. Alors, bon, je sélectionne une question, j'en avais deux, mais je pose que celle-ci alors. C'était sur cette notion que j'ai trouvée très intéressante de loyauté. Donc, que vous expliquez par peut-être l'appartenance à un même milieu, des mêmes conditions. Et je me posais, je m'interrogeais sur la poursuite de, enfin, si c'était, si les frontières étaient poreuses entre milieu professionnel et milieu privé. Et donc, est-ce que les salariés, pour justifier cette notion de loyauté, ont des relations qui dépassent le strict professionnel avec les patrons, et ce qui permettrait, enfin voilà, je me suis posé cette question notamment. La réponse est oui, capitaine. Oui, en fait, on disait tout à l'heure qu'une des caractéristiques de ces TPE, c'est qu'elles fonctionnent sur un modèle familialiste, et ça veut dire une forte proximité sur la scène du travail, alors après, ça dépend, est-ce qu'on est en ville, est-ce qu'on est en milieu rural, etc. En milieu rural, de toute façon, il y a une interconnaissance forte, donc ce qui se joue au travail a souvent des prolongements hors travail. C'est vrai aussi à d'autres échelles territoriales. En tout cas, ces patrons, ils ont conscience qu'ils sont dans des métiers en tension, que l'absentéisme, c'est un risque pour la santé économique de leur entreprise. Donc, ils ont tout intérêt, ils ont une très forte conscience de l'intérêt de s'attacher les bons et loyaux services de leurs salariés. Et bon, comme ils n'ont pas des conditions d'emploi bien souvent tout à fait florissantes à leur proposer, pas de 13e mois, il y en a très peu qui proposent des conditions d'emploi adhésives. Du coup, ils jouent sur autre chose, et en particulier sur ce qu'on a appelé la bonne ambiance. Alors, et cette ambiance, c'est une économie symbolique de l'entraide, de l'entraide technique et émotionnelle qui se joue à la fois sur la scène du travail, mais qui va aussi exister hors travail. Donc, ça va être, je sais pas moi, faire un cadeau à l'enfant, à la naissance de l'enfant d'un salarié. Ça va être invité au barbecue et être invité au barbecue de l'un ou de l'autre. Enfin, en tout cas, c'est pas systématique, mais ça existe toujours minimalement. J'aurais aimé vous entendre dire si vous aviez une réponse, si c'était conscientisé de la part de l'ensemble des patrons, ou ça faisait aussi partie de la culture populaire aussi, où il y a une forme aussi d'entre-soi et de maintien d'une collectivité. Mais peut-être en quelques mots répondre là-dessus, parce qu'on va devoir s'arrêter là, évidemment. Mais peut-être le problème sur cette réponse, c'est que c'est vrai, quelle que soit l'origine sociale, que les agents n'ont pas forcément la théorie de leur pratique. Il y a largement, c'est un sens pratique qui s'observe. Est-ce qu'il est poussé principalement par une proximité objective de mêmes origines sociales? Sans doute oui. Ce qui est conscientisé, c'est l'importance du collectif de travail. Tous les patrons nous disent en gros qu'ils essaient de faire gaffe à ce que ça se passe bien dans leurs équipes, et donc veillent à ce qu'il n'y ait pas de forte tête, il n'y ait pas de clivage, il n'y ait pas d'engueulade. Ça, c'est un travail de vigilance à ce que le collectif soit cohésif, s'entende bien. Ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper présent chez ces petits patrons. Mais c'est mu notamment parce que c'est une condition de survie de leur entité économique. Parce que si ça se passe mal,
eh ben, ça veut dire moins d'entraide. Donc, ça veut dire que la prévention situationnelle, elle est fragilisée. Donc, il y a du danger. Ça veut dire aussi que si ça se passe mal, ben, il y a de l'absentéisme, il y a du turnover. Donc, on retombe sur des boucles. Donc, on est plutôt sur des logiques de sens pratique très profondes. C'est-à-dire c'est une condition nécessaire à la poursuite de leur activité économique. Le fait que ça se passe bien, qu'il y ait de la bonne ambiance, qu'il y ait de la loyauté, un régime de loyauté en TPE. Bon, merci beaucoup à toutes les deux pour ce joli exposé que vous nous avez offert aujourd'hui. Est-ce que le petit est merveilleux? Je ne sais pas. J'espère qu'on a tenté les grandes choses aujourd'hui. On aura en tout cas eu le plaisir de vous recevoir et puis de diffuser le plus possible les questions de la santé au travail. Je vous remercie toutes les deux. Je remercie les gens qui ont suivi ce webinaire ou qui le suivront à terme. En tout cas, merci à mes collègues pour ce moment. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver à un autre Midi de la santé et du travail. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.